100 pages enfermées dans un faux briquet. 32 ans dans le noir. C'est ce qu'un homme a osé faire au cœur même de la Loubianka, en plein chaos, à l'automne d'une Union soviétique qui ne savait pas encore qu'elle allait mourir. Imaginez la scène. Moscou, fin 1991. Le bâtiment de la Loubianka se vide dans l'urgence. Des cartons entiers disparaissent vers des camions bâchés. Personne ne sait qui décide quoi, qui donne les ordres, qui ferme les portes. C'est la fin d'un monde, et les archives du monde s'évacuent comme des blessés. Au milieu de ce désordre, un lieutenant du nom d'Igor Volkov est chargé de surveiller le transport. Un travail obscur, presque sale. Mais ce lieutenant-là ne ressemble pas tout à fait aux autres. Dans la poche intérieure de sa veste, contre son cœur, il y a un objet qui n'a rien d'officiel. Un briquet. Et à l'intérieur du briquet, un appareil photographique miniature de la marque Minox, gros comme un insecte, presque invisible. Le carton glisse, il est lourd, scellé, humide du sous-sol. Il heurte le béton du couloir. La ficelle saute, les cahiers s'éparpillent. Jaunes, fatigués, dodus comme des animaux endormis. Volkov reste immobile un instant. Ses doigts, plus vite que sa raison, ouvrent la couverture du premier cahier. À l'encre passée, presque effacée par les décennies, une inscription. 4 lignes tracées avec soin, comme si l'auteur avait su qu'un jour quelqu'un lirait. Carnet personnel d'A. Roumiantsev, chauffeur du garage spécial du NKVDMGB. 1936 à 1953. Strictement secret. En dessous, une sorte d'avertissement. Une profession de foi. Je jure ce qui suit. J'ai conduit Staline pendant 17 ans. J'ai vu ce que je n'aurais pas dû voir, entendu ce qui n'était pas pour mes oreilles. Maintenant que tous les témoins sont morts, j'écris la vérité. Que l'histoire juge. Volkov tourne la page. Il y a des dates, des heures, des noms, des numéros de plaques d'immatriculation, des itinéraires. Il y a une écriture fine, presque appliquée, qui ne ressemble pas du tout au stencil anonyme des rapports officiels. Quelqu'un a écrit ici comme on écrit un journal intime, à la première personne, avec ses tremblements. Le lieutenant calcule. 3 heures, peut-être moins, avant que le service de sécurité ne remarque la perte. Il photographie. 100 pages. Le Minox clique sans bruit. Ensuite, il recueille les cahiers, les replace dans le carton, signe un document de non-divulgation de secret d'État pour 50 ans. Il obéit. Il disparaît dans la nuit, avec 100 pages brûlées dans la mémoire de son appareil et un secret en travers de la gorge. 32 ans plus tard, en 2023, ces photos refont surface. Pas à Moscou, pas à Kiev. À Genève, lors d'une vente aux enchères discrète, parmi des documents d'épargnants privés et des lettres de la diaspora russe. Un lot hétéroclite, presque anodin. 100 tirages papier, format Minox, à peine plus grand que des timbres. 3 historiens russes, spécialistes de la période stalinienne, reçoivent une copie. Ils comparent l'écriture avec des documents authentiques. La signature d'Alexandre Ivanovitch Roumiantsev. Le nom n'apparaît dans aucune biographie officielle de Staline. Jamais cité dans aucune encyclopédie soviétique. Mais sa signature, elle, figure sur des milliers de feuilles de route conservées dans les archives du garage du Kremlin. Roumiantsev a existé. Il a conduit. Il a signé. Et quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il devait rester invisible. Qui était-il vraiment ? Voilà la question. Le brouillon de ce qui suit parle d'un homme resté 17 ans à 1 mètre de Staline. 17 ans dans le souffle d'un dictateur. 17 ans à écouter des phrases qu'aucun témoin n'aurait jamais dû entendre. 17 ans à tenir un volant pendant que l'histoire du XXe siècle se jouait sur la banquette arrière. Il y a des photographies de Staline avec ses chauffeurs, on les connaît tous. Ce sont des hommes en uniforme, au visage neutre, interchangeables. Roumiantsev n'apparaît sur aucune. Volontairement effacé. Comme si le système avait voulu protéger jusqu'à l'image de celui qui savait. C'est là que commence notre enquête. Pas un verdict, une reconstitution.
À partir de ces 100 pages, photographiées dans un couloir de la Loubianka. À partir des archives d'État, des feuilles de route, des témoignages des derniers vivants qui se souviennent d'avoir vu Roumiantsev sans savoir ce qu'il transportait. À partir d'un nom que l'histoire officielle a préféré oublier. Parce qu'un chauffeur, ce n'est pas un témoin. Un chauffeur, c'est du mobilier, du décor. Jusqu'au jour où l'on découvre que le décor parlait, et qu'il a écrit. Il faut dire ce qu'est ce texte. Ce n'est pas un document juridique, ce n'est pas une preuve au sens d'un tribunal. Ce sont des carnets personnels, dictés par un homme qui savait qu'il allait mourir. Ils n'ont jamais été publiés. Les éditeurs contactés ont refusé. Seuls quelques extraits ont circulé, dans des revues spécialisées à faible tirage. Le texte complet, dit-on, compte 1247 pages. Il dort dans un fonds des archives d'État de la Fédération de Russie, sous scellé, jusqu'en 2053, quand les lecteurs de cette enquête ne seront plus là pour le lire. Alors, pourquoi s'en occuper maintenant ? Parce que 100 pages existent. Parce qu'un homme a risqué sa liberté, peut-être sa vie, en photographiant ces pages sous les néons fatigués de la Loubianka. Parce que derrière l'écriture, il y a une voix qu'on entend seulement quand on lit entre les lignes. Et parce que les témoins meurent. À chaque année qui passe, une mémoire s'éteint, une porte se referme, un couloir devient muet. Le temps n'est pas notre allié, il est notre ennemi. Nous ne prétendrons jamais que tout ce qui suit est vrai. Nous ne prétendrons jamais non plus que tout ce qui suit est faux. Nous raconterons d'où viennent les mots, qui les a prononcés, dans quel contexte, et pourquoi ils ont circulé. Quand un récit est documenté, nous dirons qu'il est documenté. Quand il ne l'est pas, nous dirons qu'il ne l'est pas. Quand une scène provient uniquement des carnets, nous préciserons qu'elle provient uniquement des carnets. Quand un historien la conteste, nous dirons laquelle et pourquoi. Cette enquête n'est pas un tribunal, c'est un chemin. Et le premier pas commence au volant d'une ZIS noire, dans les rues vides de Moscou, un matin d'été de l'année 36. Imaginez ce matin-là. Vous avez 26 ans. Vous venez de franchir 3 jours de test, dont le dernier vous a fait rencontrer un homme de petite taille qui parle géorgien et mingrélien comme on respire. Cet homme vous a regardé, a dit 3 mots en russe, et votre vie a basculé. 3 jours entre un wagon spécial et une convocation chez le chef de la police secrète. 3 jours pendant lesquels vous avez appris que vous n'existiez plus, que votre nom serait rayé des registres, que votre visage serait effacé des photographies, que vos enfants, si vous en aviez, ne sauraient jamais ce que leur père faisait la nuit, et qu'à la première erreur, vous disparaîtriez comme les autres, sans trace, sans cercueil, sans pierre. Vous avez accepté. Parce que vous veniez d'un petit village près de Tbilissi, où votre père construisait des voies ferrées pour le tsar. Parce que vous aviez appris les rues de la ville en gardant les yeux fermés, et que vous saviez reconnaître une voiture officielle à 100 mètres. Parce que vous étiez né en 1910 et que la Révolution vous avait pris votre enfance. Parce que vous aviez faim et peur, et ce mélange particulier qui fait les hommes loyaux. Voilà ce que 100 pages dans un briquet racontent. La fin d'un homme, sa peur, et la promesse qu'un jour quelqu'un lirait. 32 ans plus tard, ce quelqu'un est peut-être vous. 100 pages, 32 ans, et un briquet qui cachait un appareil photo. Tout part de là. Tout commence avec un lieutenant qui n'a pas obéi jusqu'au bout, et avec un chauffeur qui, au lieu de se taire, a écrit. 3 jours entre un wagon spécial et une convocation chez Ejov. C'est le vertige qui a saisi Alexandre Roumiantsev au printemps de l'année 1936. Et c'est par ce vertige qu'il faut commencer pour comprendre qui était cet homme devenu fantôme. Le village s'appelait Mtsketa, à quelques verstes de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Alexandre y était né en 1910, dans une maison basse dont le père avait lui-même dessiné les plans. Ivan Roumiantsev était ingénieur des chemins de fer, envoyé au Transcaucase du temps du Tsar pour construire une nouvelle ligne à travers les montagnes. Une mission presque romantique,
à une époque où l'on croyait encore que le rail pouvait civiliser les confins de l'Empire. La famille était restée après la Révolution, comme beaucoup d'autres Russes de Géorgie, pris entre deux fidélités, deux patries, deux langues. Alexandre grandit entre le russe de son père et le géorgien de la rue. Très tôt, on s'aperçut qu'il avait une mémoire d'éléphant. Une mémoire qui n'était pas livresque, mais visuelle, presque topographique. À 14 ans, il pouvait dessiner de mémoire le plan complet de toutes les rues de Tbilissi. Il retenait le numéro des voitures de l'élite locale, le visage de chaque milicien qu'il croisait, la marque des fiacres, les heures de relève des patrouilles. Un talent qui, dans une autre vie, aurait fait de lui un explorateur ou un artiste. Dans la sienne, il en fit un candidat idéal pour ce qui l'attendait. En 1928, à 18 ans, Alexandre fut appelé à l'Armée rouge. Versé dans une compagnie automobile, il apprit la mécanique dans ses détails les plus intimes. Il retint chaque nid de poule des routes de la circonscription militaire du Transcaucase, chaque passage à niveau mal réglé, chaque virage où un moteur pouvait caler. C'est à cette époque qu'il commença à comprendre que la route était un langage. Une route dit qui l'a construite, qui l'entretient, qui la surveille. Une route raconte le pouvoir. Le printemps de 1936 fut doux à Tbilissi. Une commission de Moscou débarqua sans prévenir dans son unité. 3 hommes en civil, silencieux, qui ne prononcèrent pas un mot plus haut que l'autre. 300 candidats furent convoqués. 300 chauffeurs militaires triés sur le volet. 300 hommes dont on vérifia la biographie ligne par ligne, dont on contrôla la parentèle, dont on examina l'équilibre psychologique. Critères simples, impitoyables. Pas de famille à l'étranger, mécanique irréprochable, nerfs d'acier. 3 furent retenus. Roumiantsev faisait partie des 3. Le dernier test eut lieu dans un bâtiment anonyme du NKVD géorgien. Les 3 candidats attendaient, debout, les mains le long du corps. Bougan respirait. La porte s'ouvrit. Un homme de petite taille entra. Pas de costume tape à l'œil, pas de décoration, juste un manteau sombre et des yeux très noirs. Lavrenti Beria, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Géorgie, le futur chef de la police secrète soviétique. L'homme qui, à lui seul, incarnait la peur dans tout le Caucase. Beria s'approcha. Il parlait russe avec un léger accent géorgien, mais il connaissait les hommes, et il savait les reconnaître. « D'où viens-tu, camarade ?»« De Moutsketa, camarade Beria. »« Parle le mingrélien ?»« Affirmatif, camarade Beria. »« Bien, très bien. 3 phrases. » Le verdict tomba comme un couperet. Prenez-le absolument. 3 mots en russe, prononcés à voix basse. Et tout bascula. 3 jours plus tard, Roumiantsev monta dans un wagon spécial. Pas un wagon de marchandises. Un wagon couchette, avec un samovar, un poêle en fonte, des rideaux tirés. Direction Moscou. Voyage sans escale, sous la garde de 2 officiers qui ne lui adressèrent pas la parole. À l'arrivée, il fut conduit à la caserne du NKVD sur la Sretinka, une rue étroite du centre de Moscou. Les chambres sentaient la peinture fraîche et le désinfectant. On lui remit un uniforme neuf, sans insigne. Une montre avec un numéro gravé au dos. Un trousseau de clés dont il ne connaissait pas les serrures. 2 semaines de formation suivirent. Itinéraire, règles de sécurité, code radio, conduite de nuit dans Moscou, yeux bandés pendant les premiers essais, jusqu'à ce que la mémoire remplace la vue. On lui apprit à reconnaître une filature à l'angle d'un pare-choc, à repérer un guet-apens à la couleur d'un trottoir, à disparaître dans la circulation comme une goutte d'eau dans un fleuve. Chaque soir, un instructeur notait ses réflexes, son calme, sa capacité à improviser. Chaque nuit, Roumiantsev dormait peu.
La 3e semaine, il fut convoqué chez le général-major Vlasov, chef du garage spécial du NKVD. Précision importante, qu'il consigna dans ses carnets avec un soin presque maniaque. Pas le Vlasov de l'histoire connue, celui qui passa à l'ennemi pendant la guerre. Un autre Vlasov. Un Vlasov que peu de monde se souvient d'avoir croisé, mais dont la signature figurait sur des centaines de documents internes. Le général le reçut dans un bureau sans fenêtre, éclairé par une lampe unique. Il ne le regarda pas longtemps. « Vous êtes affecté pour 1 mois comme chauffeur de Nikolai Ejov, le commissaire du peuple de fer. Comprenez ce que cela signifie. » Ejov. Le nom seul faisait trembler les murs. Nikolai Ivanovitch Ejov. Petit homme hystérique, paranoïaque, souvent ivre, qui dirigeait le NKVD au plus fort des grandes purges. 1 mois à conduire cet homme, c'était 1 mois à survivre. Roumiantsev tint. Il tint parce qu'il ne parlait pas, parce qu'il regardait la route, parce qu'il ne posait pas de questions. Ejov, raconte-t-il, entrait parfois dans la voiture en criant, sortait en silence, laissait des taches de vodka sur la banquette. Il téléphonait depuis le siège arrière, à voix basse, et Roumiantsev ne comprenait pas un mot. Une seule fois, Ejov lui adressa la parole. Conduire vite, sans réfléchir. Et Roumiantsev conduisait vite, sans réfléchir. Le 27 juin 1936, tard le soir, on le convoqua dans le bureau de Vlasov. Ejov n'était plus là. À sa place, un homme silencieux qui remit au général une feuille manuscrite. « Roumiantsev, tu fais l'affaire. Demain à 8 heures, entrée numéro 6. Tu conduiras un passager spécial. » Ce sont les mots exacts que Roumiantsev nota, dans la nuit, sur le premier cahier de ce qui deviendrait plus tard les carnets de la Loubianka. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il nettoya la ZIS 101 noire jusqu'à ce que la carrosserie ressemble à un miroir. Il vérifia la pression des pneus, l'huile, l'eau, les feux. Il prépara 3 itinéraires, 3 sorties, 3 solutions de repli. À 5 heures du matin, il était déjà assis au volant, immobile, les mains sur le cuir, attendant. C'est cette nuit-là qu'il comprit que sa vie ne lui appartenait plus, qu'il venait de vendre quelque chose qui n'avait pas de prix, et qu'on ne lui rendrait jamais. 1 mois plus tôt, il dessinait des rues de mémoire. Maintenant, il dessinait l'oubli. Et derrière la portière, demain matin, il y aurait un passager qu'il devrait oublier plus vite encore qu'il n'oublierait sa propre mère. 3 jours entre un wagon spécial et une convocation chez Ejov. 3 jours pendant lesquels un jeune homme de 26 ans a appris qu'il n'existait plus. 3 jours qui ont fabriqué le fantôme qui, 32 ans plus tard, a attendu dans un couloir de la Loubianka qu'un lieutenant au briquet magique ouvre un carton scellé. 3 itinéraires non cartographiés et 3 hommes portant la montre à gauche. Voilà ce qui sépare un simple chauffeur d'un chauffeur de dictateur. Voilà ce qu'Alexandre Roumiantsev a appris le 28 juin 1936 à 8 heures du matin, entrée numéro 6 du Kremlin. Le portail de bois sombre s'ouvrit sans bruit. Roumiantsev attendait au volant depuis 1 heure. La ZIS 101 était noire, neuve, brillante comme un cercueil de ministre. Dans la boîte à gants, une enveloppe scellée à son nom. Il l'avait ouverte en tremblant. À l'intérieur, une feuille unique, tapée à la machine, sans en-tête. Suivre les ordres du passager. Ne divulguer aucun itinéraire. En cas de danger, agir selon les circonstances. Pas de signature au bas. Pas de tampon. Juste 4 lignes et le poids de l'absurde. 8 heures pile. Le portail s'ouvrit plus grand. 3 hommes sortirent du bâtiment. 2 gardes du corps en uniforme, l'arme au ceinturon, le visage de pierre. Et entre eux, un homme de petite taille, en tunique simple, pipe au coin de la bouche. Joseph Vissarionovitch Staline. Roumiantsev le reconnaît immédiatement,
comme on reconnaît un danger. Il ouvre la portière arrière. Le passager entre sans le regarder. Les gardes s'installent sur le siège avant, de part et d'autre du chauffeur. Un silence. Puis la voix, calme, presque douce. 9. Roumiantsev sursaute. La Géorgie, tu connais ? Né à Mtsketa, camarade Staline. Mtsketa, vieille capitale, bon endroit. Roule. Un ordre. Un seul. Roumiantsev démarre. Direction la Loubianka. Le trajet dura 7 minutes. 7 minutes de silence absolu. Pas un mot. Pas un souffle. Staline regardait par la vitre. Roumiantsev regardait la route. À l'arrivée, pas l'entrée principale. Une cour intérieure. Une porte discrète. Un homme en civil, visage neutre, attendait. Staline descendit. Il disparut derrière la porte. Les gardes restèrent dans la voiture. Roumiantsev coupa le moteur, mais ne toucha pas au frein à main. Il attendit 3 heures. 3 heures. 3 heures pendant lesquelles le chauffeur ne bougea pas. 3 heures pendant lesquelles il entendit, à travers les murs épais, des bruits de pas, des éclats de voix étouffés, parfois un cri. Puis la porte s'ouvrit. Staline sortit, suivi de 3 hommes. Des Kazakhs de détenus, des sacs sur la tête, des menottes aux poignets. 3 hommes que Roumiantsev ne devait pas voir, qu'il ne devait surtout pas voir. Destination, Sadovoï Koltso. L'ordre était simple. Roumiantsev roulait, mais l'itinéraire était bizarre. Au lieu de prendre le chemin le plus court, il fallut passer par Dorogomilovo, faire un crochet de 5 kilomètres. Staline observait. Il observait tout, toujours. Quand la voiture s'arrêta devant un manoir discret dans la pinède de Serebrianibor, le passager parla enfin. « Tu as vu qui on a amené ?»« Aucun, camarade Staline. Ils avaient des sacs. »« Et s'ils n'en avaient pas eu ?»« Je conduis, je regarde la route, pas les passagers. » Staline sourit. « Bon. Pourquoi ai-je ordonné de passer par Dorogomilovo ? Pour vérifier s'il y a une filature, camarade Staline. » Au virage du Sadovoï Koltso, Staline demanda le numéro de la voiture qui aurait pu filer. Roumiantsev répondit sans hésiter. MO 427. Staline se tourna vers un garde. Vérifier. Me faire rapport ce soir. Retour silencieux au Kremlin. Dans la voiture, plus un mot. Mais à la descente, devant le portail, Staline s'arrêta, une main sur la portière. Demain, 7 heures, ici. Tu ne conduis pas un homme. Tu conduis un secret d'État. Et il disparut. Le soir même, un colonel de la sûreté de l'État convoqua Roumiantsev. Déménage. Appartement de service du NKVD sur la Petrovka. Statut, chauffeur réserviste personnel de Staline. Chauffeur principal, Metrioukine. Et une confidence, murmurée entre 2 portes. La MK noire qui vous a suivi ce matin, c'était les nôtres. Un test de vigilance. Le camarade Staline est content. Janvier 1937. L'hiver le plus cruel que Moscou ait connu depuis des décennies. Une nuit glaciale convoquée d'urgence au Kremlin. Staline l'attendait dans son cabinet, porte fermée à clé. Metrioukine est arrêté. Ennemi du peuple. Avoué hier soir, il préparait un attentat. Roumiantsev devint blanc. Staline le regardait. Et il exposa les règles. 1, 2, 3, comme on compte des balles dans un chargeur. Tu n'existes pas. Ton nom ne figure dans aucun document, sauf les secrets. Ton visage est effacé sur les photographies. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Aucune vie personnelle. Ton salaire est versé sur 2 registres. Le vrai, dans une enveloppe sans signature. 3 itinéraires permanents. Un secret. La datcha de Kuntsevo,
accessible par Philly et des voies de contournement. La propriété de Zubalovo où vit sa fille Svetlana. Un bunker souterrain sous Moscou dont personne ne doit connaître l'existence. Et 3 doublures. 3 hommes qui ressemblent à Staline, qui se rasent comme lui, qui portent sa pipe. 3 hommes portant la montre à gauche, alors que Staline la porte à droite. En cas d'incident, prévenir uniquement Vlasic. Ni Beria, ni Molotov, ni le Politburo. Staline ajouta, en allumant une nouvelle pipe. Le chauffeur de Kirov a été fusillé 3 jours après l'assassinat de Kirov. Roumiantsev sortit de ce cabinet en titubant. Il comprenait maintenant ce que voulait dire conduire un secret d'État. Ce n'était pas seulement protéger un homme, c'était devenir soi-même un secret. C'était accepter que chaque trajet, chaque virage, chaque silence puisse un jour être utilisé contre vous. C'était savoir que la plaque MO 427, qu'il avait lue à Staline ce matin de juin, pouvait demain figurer sur son propre dossier. 3 itinéraires non cartographiés. 3 hommes portant la montre à gauche. Et un seul homme, Roumiantsev, qui portait la vérité à bout de bras sans jamais pouvoir la poser. Voilà ce que 100 pages dans un briquet ont transmis jusqu'à nous. Voilà ce qu'un homme a appris en quelques semaines et qu'il a porté pendant 17 ans. La géographie du pouvoir vue depuis le volant d'une voiture noire. Et la promesse que si l'on conduit bien, si l'on regarde la route, on finit peut-être par survivre. Ou peut-être pas. Un dossier oublié sur la table, daté du 6 juillet 1941. Voilà ce qu'un chauffeur a vu cette nuit-là, et voilà ce que l'histoire officielle a préféré ne pas regarder. Le 21 juin 1941, Moscou vivait son samedi comme si de rien n'était. Terrasses ouvertes, tramways bondés, enfants sur les trottoirs. Personne ne savait. Ou presque personne. Au 3e étage du Kremlin, dans un cabinet aux rideaux tirés, Staline travaillait depuis 7 heures du soir. L'ordre était simple. Voiture prête à la sortie de secours. Roumiantsev attendait depuis 1 heure, le moteur tournant au ralenti. 3 autres voitures arrivèrent en silence. Molotov, Beria, Timochenko. Les portières claquèrent doucement. Personne ne se salua. 23h30. Nikolai Vlasic, chef de la sécurité personnelle du dirigeant, vint chercher le chauffeur. 3e étage. Cabinet de Staline. Roumiantsev entra, s'effaça contre le mur. 5 hommes autour d'une table basse. Staline, debout près de la fenêtre. Molotov, le visage fermé. Beria, les yeux mobiles. Timochenko, massif, les mains croisées. Et un 5e homme. Un civil, taille moyenne, moustache taillée à l'allemande. Un émissaire venu de Berlin. Un déserteur peut-être. Un agent double, certainement. L'Allemand sortit des documents de sa serviette. Copie d'ordre signée Keitel. Heure H, 4h15. Plan Barbarossa. 8 semaines pour écraser l'armée rouge. 3 700 000 hommes à la frontière. Aviation non dispersée. Dépôt en zone avancée. Staline écoutait sans bouger. Puis il parla. Si c'est vrai, que proposez-vous ? Frappe préventive immédiate, répondit l'Allemand. Beria, sec. Provocation de Churchill. Le silence qui suivit dura peut-être 1 minute. Staline écrasa sa pipe dans le cendrier. Départ pour le bunker secret. 3e itinéraire. Roumiantsev ouvrit la portière. Personne ne parla pendant le trajet. Staline silencieux, le regard fixe, tapotant du genou. Dans le bunker, 15 personnes attendaient. Cartes, crayons, téléphone de campagne. Roumiantsev resta près de la porte, moteur coupé, vitre ouverte. À travers l'ouverture, il entendait des chiffres. 3 700 000 hommes. Aviation non dispersée. Dépôt avancé. Chiffre qu'il nota dans sa mémoire et plus tard dans ses carnets.
3 heures du matin. Staline sortit du bunker. Visage gris, cerne profond. Retour au Kremlin. Dans la voiture, une phrase, murmurée plus que prononcée. Le pire n'est pas de prendre une mauvaise décision, c'est de ne pas avoir le temps de prendre la bonne. 3h30, entrée au Kremlin. 4h15, le maréchal Zhukov appela du quartier général. La guerre commençait. Bombardement de Kiev, de Minsk, de Sébastopol. Chars du Baltique à la mer Noire. Le monde bascula. Staline, dans le couloir, désigna l'Allemand du menton. Fusillez l'Allemand, aujourd'hui même. Roumiantsev intervint, maladroitement. Il nous avertissait. Justement, répondit Staline sans se retourner. Il sait trop. Et il sait que nous savions et que nous n'étions pas prêts. 5 heures du matin. Route vers Kuntsevo. La lumière grise de juin lavait les bouleaux. Staline, sur la banquette arrière, regardait les arbres. Molotov parlera à la radio. Pas moi. Je suis offensé. Pas encore prêt. Roumiantsev roulait lentement, presque à pas. Il avait compris que l'homme qu'il conduisait n'était plus le même. Quelque chose venait de se briser, quelque chose qui ne se réparera pas. Dans le bunker, avant de partir, Roumiantsev avait vu un dossier rester sur la table. Couverture cartonnée, tampon rouge. Plan de frappe préventive. Opération Groza. Date de début, le 6 juillet 1941. Ce dossier, il l'avait vu. Il ne l'avait pas ouvert. Il ne l'avait pas touché. Mais il l'avait vu. Et ce qu'il avait vu, il l'avait noté, le soir même, sur un papier qu'il cacha ensuite dans la boîte à gants. L'opération Groza. Le nom revint dans ses carnets des années plus tard. Opération Orage. Un plan de frappe préventive contre l'Allemagne pour l'été 1941. Une liste de généraux allemands prêts à un coup d'État anti-hitlérien. Von Seydlitz en tête. Le dossier existe, partiellement déclassé dans les années 90. Mais à l'époque, dans la nuit du 21 au 22 juin, il n'était qu'un secret parmi d'autres. Un secret que Staline avait peut-être caressé, puis repoussé, puis oublié sur une table en sortant. Voilà ce qu'un chauffeur a vu cette nuit-là. Pas les grandes décisions, pas les signatures au bas des décrets. Le dossier oublié, le genou qui tapote, la phrase murmurée sur le pire des décisions. La phrase qui dit que le temps manquait déjà. Voilà ce qu'un homme qui regardait la route a transmis à ses carnets, avec la précision du mécanicien et la froideur du témoin qui sait qu'on ne le croira pas. 3 itinéraires non cartographiés, 3 hommes portant la montre à gauche, et un 4e homme portant un dossier sous le bras, sans savoir que ce dossier allait changer le cours de l'histoire. Ou sans le vouloir. Voilà ce que 100 pages dans un briquet ont transmis jusqu'à nous. Voilà ce qu'un homme a appris cette nuit-là, et qu'il a porté pendant 12 ans de plus. La géographie du pouvoir, vue depuis le volant d'une voiture noire, dans la nuit où le monde a basculé. Et la promesse que si l'on conduit bien, si l'on regarde la route, on finit peut-être par comprendre. Ou peut-être pas. Otto Scordieni, survivant juif caché, recruté sur une promesse. C'est par ce détail que la guerre a basculé, vue du volant d'une ZIS blindée. 15 octobre 1941. Moscou est à 120 km des Allemands. La panique règne. Staline inspecte les bunkers, mais pas seulement. Au Staro-Koniusheny Pereoulok, maison numéro 12, une rencontre discrète. Un Britannique envoyé par Churchill. Promesse, second front au printemps. Staline, cigarette au coin des lèvres, répond. Si nous tenons jusqu'à l'hiver, le second front ne sera pas nécessaire. C'est une phrase que Roumiantsev note mot pour mot dans ses carnets. Une phrase qui dit la confiance et le défi, et peut-être déjà le doute. Richard Sorguet, à Tokyo, transmet un message essentiel. Les Japonais frapperont Pearl Harbor, pas l'Union soviétique. Staline ordonne le transfert de 40 divisions sibériennes vers l'ouest.
Le chauffeur voit les trains passer, nuit sans fin, wagons découverts, hommes transis. Le Britannique, avant de partir, pose une question sur Rudolf Hess. Paix à l'ouest, liberté à l'est. Staline refuse. Au bunker du quartier général, un général propose la destruction des usines et des ponts. Moscou doit être abandonné. Staline se retourne. Qui d'autre pense qu'il faut préparer la reddition de Moscou ? Silence. Moscou ne sera pas abandonné. Décision définitive. Plan de contre-offensive en décembre. Conversation téléphonique en géorgien avec l'amiral Canaris, chef du renseignement militaire allemand. Le chauffeur ne comprend pas tout, mais il reconnaît la langue de son enfance, une langue utilisée pour parler avec l'ennemi. 23 août 1942. Départ pour le sud, en ZIS-15 blindé. Réservoir supplémentaire, jerrycan. Vassilevski dans la voiture. Direction Stalingrad. Nord de la ville, sous-sol éclairé à la lampe à pétrole. Rencontre avec un général allemand 3 étoiles. Le général von Seydlitz, de la 6e armée de Paulus. La scène est presque surréaliste. 2 hommes qui devraient se combattre, assis l'un en face de l'autre, sous une lampe qui fume. Staline tend un carnet à Roumiantsev. Écoute en allemand. Un peu, camarade Staline. Suffisant. Von Seydlitz parle. Le groupe Hoth prépare une frappe de déblocage le 12 décembre près du Khutor Kotelnikovo. 3 divisions blindées. Localisation des dépôts de carburant. Staline écoute. Si l'opération Ouranos réussit, on parlera de l'avenir de l'Allemagne. Séjour forcé à Stalingrad. À Moscou, Zhukov et Rokossovski ajustent l'opération Ouranos. 19 novembre, encerclement. 12 décembre, échec de Hoth. 2 février 1943, capitulation de Paulus. 24 généraux prisonniers, dont von Seydlitz. Plus tard, l'Union des officiers allemands, la RDA, le général de la NVA. Un destin que Staline avait peut-être dessiné ce soir-là, à la lampe à pétrole. Dans le coffre de Staline, Roumiantsev aperçoit un dossier. Opération Shpaga. Plan de frappe préventif contre l'Allemagne pour l'été 1941. Liste de généraux allemands prêts à un coup d'État anti-hitlérien. Von Seydlitz en tête. Le chauffeur ne dit rien. Il regarde la route. Téhéran, 27 novembre 1943. Maison discrète en périphérie. Roosevelt seul. Discussion sur le partage du monde. 2 pôles. USA-URSS. Chine, à Mao. Pas d'armes atomiques entre eux. Japon cible de démonstration. Partage des cerveaux allemands. Rocher aux soviétiques. Nucléaire aux américains. Moitié-moitié. Un agent soviétique infiltré dans le SD protégerait Hitler. Voilà ce que Roumiantsev note. Et ce qu'il ne note pas. Parce que cela ne se dit pas. 30 novembre. Banquet officiel. Un serveur empoisonneur. La mort survient 24 heures après. Dans une villa abandonnée, Otto Skorzeny capturé. Staline, face au commando allemand le plus célèbre du Reich, prononce une phrase. « Vous êtes à moitié juif. Votre grand-mère maternelle, Sarah Rosenberg de Vienne. » Staline sait tout. Skorzeny accepte. Fausse évasion. Détourne le 20 juillet 1944. Selon les carnets, fuite officielle en Argentine. En réalité, agent soviétique jusqu'à sa mort en 1975. Yalta, février 1945. Elle éloignée du palais Vorontsov. Klaus Fuchs apporte les plans d'implosion. 3 bombes prêtes en août. Kyoto, Hiroshima, Nagasaki, Kokura. Promesse soviétique en 2 ans. Korolev sort du Charachka. 6 août 1945, Hiroshima. Staline prévenu 1 heure avant Truman.
29 août 1949. Première bombe soviétique. 2 ans d'avance. Dossier Superbomba. Bombe thermonucléaire. Dessin de Fuchs. Andreï Sakharov. Sachant seul, Staline, Beria, Kourtchatov. Et Roumiantsev. Le 4e. Voilà ce qu'un chauffeur a vu pendant la guerre. Pas les grandes batailles, pas les décrets signés. Les rencontres secrètes. Les bunkers éclairés à la lampe à pétrole. Les phrases dites à voix basse. Les visages des ennemis que l'on recrute. Otto Skorzeny, survivant juif caché, recruté sur une promesse. Voilà ce qu'un homme qui regardait la route a transmis à ses carnets. Avec la précision du témoin oculaire et la froideur du mécanicien qui sait que l'histoire ne se répète jamais, mais qu'elle bégaye toujours. 3 itinéraires non cartographiés, 3 hommes portant la montre à gauche. Et un 4e homme, assis au volant d'une Ziz blindée, traversant la guerre comme on traverse un champ de mines. Au bout du champ, un empire à reconstruire, et un autre, déjà, à conduire. 100 pages d'un appareil photo, 32 ans dans un briquet. Les cahiers brûlent ce que l'histoire aurait pu écrire. Voilà ce qu'il reste, en cette aube du XXIe siècle, d'un témoin qui ne voulait plus se taire. 5 mars 1945. Forêt à 200 km de Moscou. Pavillon de chasse. 3 voitures diplomatiques japonaises. Un émissaire mandaté par l'empereur. Capitulation du Japon devant l'URSS avant son entrée en guerre. Kouril, Sakhaline, Mandchourie. Empereur maintenu. Protectorat soviétique. Staline refuse. 8 août. Entrée en guerre. La Kwangtung s'écroule en 1 semaine. Empereur maintenu. Conditions tenues. Premier ministre ultérieur, Yoshida Shigeru. Roumiantsev note tout. Les heures. Les plaques d'immatriculation. Les visages des interprètes. Janvier 1950. Datcha. Kim Il-sung, Molotov, Beria, général Peng de Chine. Plan. Frapper au-delà du 38e parallèle. Atteindre Séoul en 3 jours. Pusan en 1 semaine. Staline dessine une carte au crayon. Avancez, prenez Séoul, mais stoppez-vous. Attendez le débarquement américain à Incheon. C'est un piège. 300 000 volontaires chinois à la frontière. Message secret à Truman via l'ambassadeur indien. 25 juin 1950. Guerre de Corée. 3 ans. Millions de morts. Roumiantsev regarde la route. Il a compris que le piège fonctionnera, et qu'il fonctionnera longtemps. Automne 1952. Professeur Vinogradov, médecin de Staline depuis 20 ans, accusé par Timachuk d'avoir tué Jdanov. Timachuk, jugé psychiquement malsaine. Pas d'aveu. 3 jours pour réfléchir. Nouvelle affaire des médecins. 13 novembre. Serebriani Bor. Interrogatoire du professeur. Staline, dans la voiture, parle à Roumiantsev. Beria rêve de ma place. Voici 40 noms. Premier, Beria. Puis Molotov. Mikoyan. Décembre. Garage de la Loubianka. Homme en blouse blanche. Ampoule. Mort en 3 à 4 jours. Symptômes d'attaque cérébrale. Aucune trace. 21 février 1953. Laboratoire secret du NKVD en forêt. Entouré de 3 rangs de fils barbelés. Gaz sans odeur. Poudre causant folie irréversible. Sérum de vérité. Projet Medco. Isotope radioactif mélangé à la nourriture. Mort par irradiation en 1 mois. Testé sur des détenus. Létalité 100%. Staline commande 5 doses concentrées. C'est pour des ennemis spéciaux. Février 1953. 28 février. Staline reçoit Beria
Malenkov, Boulganine, Khrouchtchev. Boisson. Danse, Gopak. Matin du 1er mars, pas de nouvelles. Hésitation. Service déclenché tard. Nuit du 28 février au 1er mars. Selon Roumiantsev, voiture sans plaque. Homme en blouse médicale. Celui des ampoules de décembre. 4 jours d'agonie. Svetlana refoulée. Staline lève le poing gauche vers Beria, ce qui fait blêmir. Je sais qui, murmure-t-il à Loukomski. Mort à 21h50 le 5 mars. Coffre derrière le portrait de Lénine. Code chat. Date de la mort de ma femme. Enveloppe brûlée dans la cheminée. Opération Groza. Frappe préventive de juillet 1941. Hitler a devancé de 2 semaines. Détruire ses documents. L'URSS serait désigné agresseur. Pathologiste emporte des échantillons. Meurt 2 jours plus tard dans un accident de voiture. Échantillon disparu. Après la mort. Beria convoque Roumiantsev. Menacé. Exil à Sotchi. Chauffeur de sanatorium. Juin 1953. Arrestation de Beria. 1956. 20e congrès. Journaliste et historien repoussé. Je regarde la route. Mémoire commencée en 1990. Je suis le dernier témoin. Mort en mars 1991, avant le putsch d'août. Cahier découvert par la voisine, venue nourrir le chat. 30 ans dans un fonds local. Expertise validée. Publication. Éditeur refuse. Extrait seulement. Texte complet, 1247 pages. Archives d'État de la Fédération de Russie. Déclassification prévue 2053. Note historique du professeur Mennikov. Roumiantsev a réellement existé. Signature sur des centaines de feuilles de route. Objet secret confirmé. Plan de frappe préventif partiellement déclassé dans les années 90. Rencontre Stalingrad avec von Seydlitz, improbable selon les archives officielles. Archives japonaises muettes sur l'entrevue. Rencontre Yalta-Fuchs jugée peu probable. Aucun document médical ne confirme l'empoisonnement. Autopsie complète jamais pratiquée. Hypothèse, mémoire des faits 40 ans plus tard. Apport extérieur. Désinformation volontaire. Faux partiel malgré l'écriture. Valeur, regard intérieur sur l'époque. Mécanisme du pouvoir. Psychologie. Voilà ce qu'il reste. 100 pages dans un briquet. 32 ans dans le noir. Et maintenant, quelques milliers de mots que vous avez lus. Une voix qui sort du couloir de la Loubianka et qui dit la faim, la peur, la promesse. Une voix qui dit « Surtout, je regarde la route », comme pour s'excuser d'avoir vu, comme pour expliquer pourquoi elle a survécu. 3 itinéraires non cartographiés, 3 hommes portant la montre à gauche, et un 4e homme, Alexandre Ivanovitch Roumiantsev, qui a tenu un volant pendant 17 ans et qui a écrit pendant 40 ans, pour que l'histoire un jour juge, même si ce jour n'est pas le nôtre. 100 pages d'un appareil photo, 32 ans dans un briquet, et maintenant, ce texte, qui brûle ce que l'histoire aurait pu écrire, qui éclaire ce que les archives officielles ont préféré oublier, et qui laisse à celui qui le lit le soin de décider. Vérité ou mensonge? Témoignage ou imposture? Dernier soupir d'un fantôme ou premier mensonge d'une époque qui ment encore? Voilà la question. Voilà la seule question qui compte. Et elle restera posée longtemps après que le dernier lecteur aura fermé ce livre.